2014 la possibilité d'inviter Alain. Il était vraiment très, très pris avec le projet de la Manif d'art, le sport. Oui. Alain m'a dit qu'il avait été sélectionné pour un concours du 1%. Alors, je trouvais que c'était vraiment une occasion rêvée, non seulement de parler de son travail, mais de parler de ces quelques projets dans l'histoire récente du 1% qui, dans un système de politique gouvernementale d'intégration de l'art à l'architecture et à l'environnement, introduisent aussi l'introduction à la communauté, à une communauté, l'intégration à une communauté. Donc, j'avais vraiment très, très envie qu'on partage avec lui tous ces projets complètement stimulants là, de cette année. Je pense que 2014-2015, c'est comme assez dense pour toi, hein, Alain. Je te laisse tout de suite la parole. Bienvenue chez nous. Merci, Lisanne. Juste pour situer rapidement, bon, la majorité savent que je viens plus de l'art-action, donc de performance et de manœuvre, que d'une pratique de l'objet, je dirais. Et donc, le petit parcours que je voudrais vous faire aujourd'hui, qui vous amènerait jusqu'à Trou de mémoire, qui est le projet actuellement sur lequel je travaille à Montréal, c'est un parcours qui commence en 1994. Et en 1994, je suis très impliqué avec Inter le lieu à l'époque. Et on invente ou on crée ou on met en place une stratégie qu'on appellera la manœuvre et qui commence avec ce passeport. Ce passeport est donc un faux. C'est un fac-similé du passeport canadien qui s'appelait les territoires nomades. Et on est parti avec l'idée de créer un pays qui n'aurait pas de frontières et qui permettrait la libre circulation des gens. Alors, il y a vraiment, fait comme le passeport canadien, les photos. Je vous laisse circuler un peu, mais j'y tiens, c'est le mien. J'ai le numéro 1, je me suis alloué le numéro 1. Et donc, ce passeport-là, on s'est mis à le diffuser partout sur la planète avec des alliés européens. On a traversé en Europe. Et on produisait le passeport sur place avec une petite machinerie très simple qui était un ordinateur et une imprimante. Et donc, on a fait 1000 de ces passeports. Et les gens venaient s'inscrire, ça coûtait le prix matériel, à peu près 15 $. Et on a, comme ça, 1000 citoyens nomades présentement sur la planète. Et donc, cette idée de la manœuvre, c'était de procéder par une action, on peut peut-être enlever le passeport, de procéder sur une stratégie qui n'était pas de l'objet, mais qui était de l'action intégrée avec une certaine communauté, avec des gens dans le vivant. Comment faire que l'art, tout à coup, serait vraiment interactif et plus loin que ça, s'appuierait sur une espèce de... Ce que j'ai appelé, c'est s'abolir dans le désir de l'autre pour l'artiste. C'est-à-dire qu'il viendrait s'appuyer sur un désir émis dans l'espace qui est capté par d'autres et qui est amplifié. C'est un peu ça la stratégie de travail qu'on a développée, avec laquelle on est parti, et qui est arrivé à ce qu'on a nommé une manœuvre et que j'ai un peu théorisé par la suite, qu'on peut lire rapidement. Il y aura juste ça de théorie aujourd'hui, le reste, je vais passer tout de suite dans des trucs plus concrets. Donc, on se disait, oui, l'œuvre se concentre plus sur l'entretien que l'artiste entretient avec sa production. La manœuvre se pose comme un projet de forme de vie qui trouvera son accomplissement seulement dans une prise en charge dynamique d'une certaine communauté. Donc, ce n'est pas nécessairement un travail de grande communauté, ça peut être ce qu'on appelle des petits groupes, mais il y a une communauté autour d'un projet qui fait que le projet va se réaliser. Il y a donc dans le projet une espèce de finalité qui n'est pas toujours évidente, comme dans le cas des passeports. Les passeports continuent à rouler. Il y a des gens qui ont voyagé avec les passeports. J'ai des amis qui ont traversé dans plusieurs pays africains avec les passeports, qui ont été étampés, qui ont été reconnus comme tels. Et nous, on voulait pousser ça plus loin en se disant, quand on aura 10 000 passeports, on va à l'ONU puis on demande d'être officialisé comme pays parce que les passeports sont dans toute la machine bureautique et étatique planétaire. Quand vous allez changer votre chèque, à l'époque, il y avait des chèques de voyage, on allait changer, ils prenaient notre numéro de passeport pour changer nos chèques avec ça. Donc, à quelque part, ces numéros-là, qui est une falsification, existent dans la structure numérique planétaire comme étant quelque chose de vrai. Alors, il y avait tout ce jeu-là sur une fiction et sur du réel au fictif, etc. Bon, en ce sens, ce n'est pas par la forme que la manœuvre se distingue des pratiques de l'art vivant, comme par exemple les performances, actions de rue, les parades, le théâtre invisible, les amuseurs publics, etc. La manœuvre va peut-être un petit peu plus loin, c'est sa manière de s'inscrire dans le corps social. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'artiste qui vient présenter, lui, ce qu'il fait,
que ce soit en mode performance ou que ce soit en mode théâtre de rue, mais que ce qu'il fait va trouver sa réalisation seulement sur l'appui des autres. Alors, il y a comme un truc qui est vraiment interactif, puis dans certaines proportions. Bon, on connaît le travail de gens très célèbres comme Christo là-dessus, qui a fait beaucoup de travail collaboratif, donc de mettre des gens en place pour faire son projet à lui. Son projet final, il est vu d'avance. Puis là, il va aller chercher des milliers de personnes pour le faire. Jean-Jules Soucy a travaillé beaucoup avec ces méthodes-là aussi, donc travail participatif. Alors, la manœuvre, ça ne donne pas comme quelque chose de terminé, mais comme une production, qui soit une action ou un objet, comme l'ébauche, l'esquisse d'un projet plus vaste qui la dépasse et qui n'atteindra jamais vraiment sa plénitude ni son accomplissement. Je reviendrai là-dessus. Dans tous les projets de manœuvre que j'ai faits, il y a toujours de la perte. Il y a toujours une perte à quelque part. C'est jamais le projet initial. C'est le projet est toujours morcelé, toujours plein de trous, toujours plein de failles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec ces failles-là aussi, bien sûr. Mais comme toute situation au sens situationniste, elle est instable. C'est un projet qui est réifié dans des composantes multiples et rassemblé dans une conjoncture donnée. Et tous les projets, évidemment, s'inscrivent toujours dans quelque chose de réel, qui est soit la manif d'art, qui est soit un festival de quelque chose. On réutilise toujours un peu les procédures de validation de l'art pour quand même inscrire ces projets-là dans le champ de l'art. Donc, et surtout, elle s'attaque très souvent au consensus ambiant. Et elle est presque toujours une immixtion sauvage et incongrue dans le quotidien. Donc, on travaille beaucoup avec le quotidien au niveau de la manœuvre. C'est toujours dans cet espace-là qu'on est. Voilà. Peut-être on peut repasser rapidement sur Paul Couillard, qui a aussi écrit un texte que vous allez retrouver en exhaustif là-dedans. Ça a été publié dans la revue Inter, le numéro 115, qui a eu un petit feuillet rajouté sur le performatif. Et donc, il y a eu plusieurs descriptions là-dedans, dont celui de la manœuvre. Et Paul Couillard enchérit un peu là-dessus en disant qu'on est au-delà de l'esthétique relationnelle qui glorifie l'interaction sociale comme nouvelle modalité du spectaculaire. Ça, c'est important parce que dans la manœuvre, c'est souvent pas spectaculaire. C'est pas des images fabuleuses, c'est pas des trucs incroyables. Tout se passe dans la dynamique du vivant. Et ça, c'est excessivement difficile à cerner, à bien saisir, à capter. C'est difficile aussi d'en rendre compte adéquatement. Donc, une manœuvre, c'est une situation initiée par l'artiste qui se déploie dans le temps et l'espace, etc., comme un processus collectif qui empêche l'artiste de contrôler son résultat ultime. Donc, c'est assez intéressant de jouer avec un processus qui va à sa propre perte. En cours de route, on va laisser des traces, on va garder des traces, mais fondamentalement, la manœuvre est quelque chose qui est évidemment vaporeux et poreux et qui permet donc de faire des choses parfois amusantes comme le passeport. Un premier projet que je vais vous parler rapidement, c'est Arrêt au village. Ouais, baisse le son beaucoup. Guy Sioui fait un gros événement à Montréal, Guy Sioui-Durand, puis il m'invite, il dit « Il faut absolument que tu viennes, tu me fais une manœuvre. » Ça se passe à l'American Can. Vous connaissez peut-être l'American Can, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est une grosse bâtisse, une usine où on fabriquait tous les canages de la planète, de l'Amérique du Nord, c'était fait dans cette usine-là, et ça s'appelait l'American Can. Donc, c'est une usine majeure qui a occupé le quartier, beaucoup de travailleurs dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve pendant des années. Et ce lieu-là est devenu un lieu multiple où il se passait toutes sortes de choses parce que c'était plus l'usine, effectivement. Et donc, j'ai décidé de faire une manœuvre. Je suis allé me promener, puis j'ai trouvé que Hochelaga-Maisonneuve ressemblait à un petit village. Et je lisais en même temps un texte de Gaston Miron, L'homme repaillé, et je tombe sur un texte qui s'appelle « Arrêt au village ». Je me mets à lire ça, puis je fais « Wow, c'est trop bon, ça fit parfaitement ». Alors, j'en suis venu avec l'idée, puis ça, je travaille souvent là-dessus, de mettre en contact des gens qui ne se connaissent pas pour qu'eux finissent par réaliser mon projet. Donc, j'utilise un peu les citoyens d'un secteur donné. Et je suis allé dans un bloc à côté, sans savoir ce que c'était, ce bloc-là. J'ai pris tous les noms qu'il y avait sur la liste. Quand vous rentrez dans un bloc, là, vous avez toujours les noms. J'ai pris tous les noms et j'ai envoyé des cartes postales à tous ces gens-là qui étaient parfaitement ciblés. On va écouter un petit peu. Ça, c'est un beau passage. Avec des yeux de courant d'air. Dans le maintien inerte d'une exacte forme humaine. Je vois les lueurs pourpres d'apôtres dans leur lait. J'entends ces battements de chips entre leurs dents. Méfiant de vous.
Et ce jukebox, souvent, les ressacs, un sac. Alors, eux lisaient une ligne du texte de Miron, et quand j'avais pas de personne pour le lire, j'avais mis les textes sur toutes les colonnes de l'American Can. Donc, ça faisait un dispositif assez visuel, intéressant. Et ça, donc, c'est le texte qui se poursuit. Le texte a quelque chose comme 23 lignes, et j'ai manqué de participants. Donc, j'ai comblé ça par le texte imprimé sur les colonnes de l'American Can. Et le vidéo, c'est l'intégrale du texte, mais avec les gens qui lisent eux-mêmes. Et plus loin, il y a l'interprétation de chaque ligne. C'est assez fabuleux ce que les gens faisaient comme interprétation du texte de Miron. On peut sauter ça. As-tu l'autre image à la fin? Celle de... verso de la carte. Ouais. Alors, je leur ai envoyé cette carte-là et j'avais écrit, donc, au recto, c'était ça. J'avais 2 cartes différentes. Et de l'autre côté, c'était écrit, vous pouvez la faire circuler. J'ai fait 2 séries de cartes, de toute façon. Et je disais aux gens, si vous voulez participer, si vous voulez connaître la suite du texte de Gaston Miron, appelez tel numéro de téléphone. Si vous voulez connaître ce qui vient avant, appelez tel numéro de téléphone. J'ai distribué ces cartes-là dans le bloc en question, qui est un HLM. Inutile de vous dire qu'une semaine plus tard, j'ai eu un téléphone de la directrice du HLM qui s'est dit « T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre vie? » Et donc, j'avais dérangé beaucoup de monde parce que les gens y appelaient puis ils réalisaient que c'était leur voisin du 2e étage. J'ai donc été chercher tous les numéros de téléphone des résidents, ce qui est facile à faire aujourd'hui avec Internet, et j'invitais les gens à téléphoner à leurs voisins pour connaître la suite du texte. Et suite à ça, je les ai rencontrés dans une soirée de bingo. Plusieurs ont dit « Ah oui, on embarque, on embarque. » Puis ils ont fait la lecture sur vidéo. Donc, le projet, c'était ceci. Et ça a donné comme produit fini, je peux prendre n'importe quel après. Je les ai invités à... Oui, tu peux passer celle-là, va à l'autre. Je les ai invités dans l'American Can où il y avait un événement performatif. Et à l'American Can, il y a un gros ascenseur qui est un truc industriel. Et ma gang, ils sont arrivés habillés en costume. C'était leur sortie. Ils venaient assister à la première mondiale de leur vidéo. C'était un moment de grande émotion. Il y avait des centaines de personnes dans l'American Can parce que c'était un festival de performance. Puis quand ces gens-là sont arrivés, il y a eu un silence incroyable. Et ils sont rentrés, ils étaient tout habillés, moi qui marchais avec le canne, puis ils sont venus assister à la première de leur vidéo avec tous les autres artistes qui se sont rassemblés, qui sont venus autour. C'était un moment absolument magique. Tous ces gens-là ont travaillé à l'American Can. Eux autres, ils ont fait des cannes, ou leur père, ou leur frère, etc. Donc, je suis tombé dans le mille avec un projet où il y avait des gens directement impliqués dans le quartier. Je leur propose un texte de Gaston Miron pour réfléchir sur le pays, réfléchir sur l'homme rapaillé, et ça donne un projet comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un premier projet de type manœuvrier, de type social, d'interaction sociale. On peut sortir puis passer au suivant. Quelques années plus tard, Toronto m'a appelé Fado. Paul Couillard m'appelle en disant « On veut faire un projet majeur avec toi. » Et le projet majeur aboutit sur une publication dans le cas de Fado, qui est le livre que j'ai sorti il y a 1 an déjà. Mais pour ça, on t'offre un projet majeur, donc une résidence. Alors, j'en ai profité pour réfléchir sur Toronto, me disant qu'est-ce qui se passe à Toronto? On dit que c'est multiethnique, on dit que c'est la ville qui est le plus multiethnique sur la planète, ce qui n'est plus vrai, là, mais... Et donc, je me suis mis à jongler avec ça, dire comment je peux travailler avec les gens pour en faire cet aspect-là, pour travailler sur cet aspect-là du multisocial. Et je suis donc arrivé avec l'idée que le dénominateur commun de tout le monde, c'était, dans le fond, les mains. C'est un des dénominateurs communs. Alors, je suis parti à la quête de mains. J'ai fait des annonces partout dans les journaux ethniques. J'ai demandé aux gens s'ils voulaient me parler de leurs mains. Et j'avais une question précise. Là, ceux qui acceptaient, j'allais le voir, puis ils disaient, moi, je disais, quelle est la fonction principale de tes mains? Et là, je me promenais dans la ville, je photographiais, je filmais leurs mains en vidéo, je les interviewais, et ceci est devenu une installation. On peut le passer en boucle, ces mains-là. Ah, c'est ce qu'il fait, là. Donc, évidemment, on a toutes sortes de mains, des mains qui dessinent, des mains qui écrivent, des mains qui servent à caresser, etc. Et j'ai monté ces vidéos-là avec 4 contenus, qui étaient un contenu... qui était un contenu de main, le contenu des visages, le contenu de la circulation en ville et le contenu de la circulation dans la ville de Toronto par les moyens de transport en commun. J'avais donc 4 types de contenus. Quand j'ai fait l'installation,
Ouais, OK. Quand j'ai fait mon installation finale, c'était une projection vidéo, comme une salle ici, sur 4 écrans qui étaient face à face. Et et dessus, il y avait dans l'installation, il y avait 4 tables de jeu. Et les tables de jeu permettaient de jouer. Et quand on jouait, ça faisait changer la séquence vidéo. Donc, les tables étaient interactives. Et progressivement, les gens pouvaient aller choisir les séquences vidéo qu'ils voulaient voir en fonction des tables sur lesquelles ils jouaient. Je vais vous montrer le dispositif. Passe donc au... Sors de ça. Il va... ouais, c'est ça, celui-là. Ça, je l'ai refait à Baie-Saint-Paul parce que le projet est extensif. Je pourrais faire la ville de Toronto, rajouter la ville de Baie-Saint-Paul, ce que j'ai fait, rajouter la ville de Tombouctou, rajouter n'importe quoi parce que je travaille avec les gens. Et le dispositif est vous voyez, 4 écrans simultanés et on projette en même temps. Donc, au hasard, j'avais 2300 séquences vidéo de 15 secondes ou de 10 secondes qui étaient mixées au hasard, projetées simultanément sur les 4 écrans. Mon idée étant de recréer ce que c'est que le mouvement et la dynamique de la ville. C'est vraiment là-dessus que je vais essayer de créer ça. Donc, les gens parlent entre eux, puis là, vous voyez les tables. Si quelqu'un va jouer avec les tables, ça deviendrait uniquement des visages. S'il va jouer avec l'autre table, ça va devenir uniquement les mains, etc. Donc, c'est un petit contrôle, pas très développé, mais quand même. Et quand quelqu'un disait quelque chose d'important, mes mains servent à caresser mes femmes, toutes les images s'arrêtaient, devenaient stabilisées, et tout à coup, on n'entendait que ça dans le brouhaha de la ville. C'est donc toujours cette idée de jouer entre la ville et l'individu. Ça, c'était le dispositif tel qu'il était à Baie-Saint-Paul, au symposium de Baie-Saint-Paul. Guy Blackburn, j'avais demandé de me faire des tables, que vous connaissez peut-être, un artiste de Chicoutimi. Il m'avait fait 4 tables, que je lui avais laissé carte blanche, me faire 4 tables pour jouer. À Toronto, c'était d'autres tables. Mais toujours, le dispositif était le même. C'est-à-dire qu'en jouant avec les tables, un capteur faisait que, ça déclenchait quelque chose, et c'était évidemment préprogrammé. Donc, on voit les 4 écrans en simultané. Puis après ça, je vais vous amener un peu dans les coulisses. Vous allez voir la complexité du dispositif. Je ne suis pas sûr que je recommencerai ça toutes les semaines. Donc, à Toronto, ça m'a permis de rencontrer 58 personnes de races différentes, de nationalités différentes. À Baie-Saint-Paul, la diversité ethnique était plus petite, évidemment, mais j'ai rencontré des gens aussi de tous âges, etc. Donc, c'est toujours un projet qui reste une assise sociale, qui s'inscrit dans le quotidien, dans la vie quotidienne et dans la communauté où est-ce que ça se déroule. Donc, pour toucher Toronto, j'avais parlé, évidemment, on sert des listes d'artistes qu'on connaît, mais j'avais publié dans les journaux ethniques, journaux jamaïcains, etc. Donc, j'avais eu du monde de partout. C'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir ça. Et moi, j'allais chez eux. Je vais toujours chez les gens. Donc, en même temps, j'avais inscrit là-dedans tout mon parcours. C'est quoi le parcours pour aller vers l'autre? Il y avait un peu tout ça derrière ce projet-là. Là, on va quitter les... Je vais juste laisser-le rouler un petit peu. Laisse-le rouler. Donc là, on commence à voir un peu le dispositif. Je vais juste vous le montrer parce que ce n'est pas de la magie pure. Il y en a des gens ici qui connaissent bien les dispositifs techniques, là. Donc voilà, il y avait des tours, il y avait 4-5 ordinateurs, des capteurs en haut, des caméras interactives. Bon, c'est un gros dispositif, c'est sûr. C'est rare qu'on a une œuvre majeure qui nous est offerte comme ça, donc j'en avais profité. C'est une œuvre éventuellement que j'aimerais beaucoup reprendre dans un vrai musée avec des bonnes technologies parce qu'à Baie-Saint-Paul, ça avait été très dur. Dès qu'il y avait un éclair, un coup de tonnerre, tout le système s'est foiré. Il fallait que je retourne à Baie-Saint-Paul pour repartir la machine. C'était vraiment très lourd. Il n'y avait pas le dispositif pour faire ça. Mais bon. Alors voilà, c'est beau. Là-dessus, j'avais travaillé avec Myriol Lehmann, d'ailleurs, comme programmeur et Avatar, qui avait participé au projet. Le projet suivant, donc ça s'appelait le chemin pour Rosa, qui était repris dans la même stratégie à Toronto et à Baie-Saint-Paul. Ce qui fait que dans le projet diffusé à Baie-Saint-Paul, il y avait beaucoup de monde en anglais et tout à coup, il y avait des francophones qui commençaient à rentrer de plus en plus, qui étaient les gens de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a toujours aussi un effet miroir, c'est sûr, quand on présente un truc comme ça dans une petite ville, bien, les gens viennent savoir pour se reconnaître, puis ils se retrouvent, puis bon, ça joue aussi.
Le gros projet de 2014 qui a été aussi un super beau projet, c'était, on peut le fermer maintenant, ça, le bloc que j'habite. Ah oui, bien ça, attends un petit peu. Ça, c'est la stratégie qu'on a prise pour le mettre sur DVD. Donc, c'est le DVD qui vient avec mon livre, avec mon catalogue. Et évidemment, là, c'est frontal, mais le travail sonore marche pareil. On a fait une séquence d'1 h et 25 minutes. Mais on a donc là les 4 écrans, évidemment, face à face. Puis, il n'y a pas d'interaction possible, évidemment, parce que c'est sur DVD. Donc, on voit un peu, il y avait les visages, les mains. Voilà. Donc, quand il y avait une séquence significative, importante, tout s'arrête, on n'entend que cette personne. C'est beau. Le bloc que j'habite, j'ai utilisé un peu une stratégie comme arrêt au village. Je peux peut-être jeter un coup d'œil. J'ai invité des gens, je vais les récupérer aussi parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Encore une fois, j'ai travaillé à partir d'un texte. J'aime beaucoup faire des citations, comme vous avez vu. C'est un texte de Guy Debord, et qu'on voit ici, qui est la première hypothèse de Guy Debord, qui est le tout premier paragraphe dans La Société du spectacle, et qui dit ceci, que toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Donc, je suis parti de ça me disant comment je peux m'amuser avec ça, et j'ai eu un flash qui me plaît encore. J'ai décidé de couper le texte en 30 morceaux, d'en faire un mapping vidéo, et que le produit fini serait projeté à la Manif d'art. Ça a été fait dans le cadre de la Manif, mais que c'est des gens chez eux qui débloqueraient le vidéo ou la section du mapping concernée. Ouais, laisse rouler celui-là. Et donc, j'ai travaillé avec le bloc en face. Nicolas s'en souvient, on faisait des expériences l'autre bord. Et en passant le texte, les blocs qui avaient été montés, mais j'y reviendrai. C'est Alexandre qui m'avait aidé à produire les blocs sur lesquels étaient montés les textes qu'on avait troués. Et là, j'ai offert à ces gens-là qui vivent dans le bloc un cadeau. Je leur ai donné un cadre, le cadre que vous avez vu. Je leur ai donné, puis ils l'accrochaient dans leur appartement. Sauf que sur le cadre, il y avait un détecteur de mouvement. Et que donc, quand les gens bougeaient chez eux, ça mettait en branle le vidéo à la Manif d'art. Une section. Je pensais avoir 30 participants. Il y a 100 personnes qui vivent dans le bloc. J'espérais 30 participants. J'en ai eu 11 et finalement que 9 qui ont vraiment participé. Quand ils ont vu... enfin, j'y reviendrai. Et donc, ça, c'est la façade du bloc. Moi, mon idée, c'était d'avoir en permanence une projection du bloc en même temps que le texte qui bouge. Donc, je voulais avoir la vie telle qu'elle se déroule et à l'intérieur du bloc, les gens qui mettent en branle la section. On n'a pas pu faire ça parce que je n'ai jamais réussi à mettre une caméra en permanence. J'ai eu toutes sortes de contraintes. Je pensais qu'à travailler avec les gens de la CSN, ce serait correct. Ça a été infernal. En tout cas, il y a eu un ensemble de difficultés assez énormes. J'ai eu plein de vandalisme dans le bloc qui ont détruit mes bidules. C'était vraiment compliqué. Parce que c'est un bloc de béton, puis moi, j'émettais un signal par radio avec des XB. Mais le signal radio ne passait pas les murs de béton. Il fallait donc que j'aille un transit. Puis là, le transit, il était dans la cage d'ascenseur. Puis là, les gens dans la cage d'ascenseur, ils disaient « On n'est pas des cobayes, on ne veut pas de caméra. » Puis ils cassaient tout le temps. Ce qui fait que j'ai écrit des lettres, j'ai communiqué avec le monde, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Puis finalement, bien, ça s'est réduit un peu. Alors, j'ai alloué, mettons, 4 carrés à chacun des résidents participants. Et donc, quand les gens bougeaient chez eux, là, on peut passer aux photos suivantes. Quand les gens bougeaient chez eux en prenant leur café ou en discutant, bien, on voyait, prendre n'importe lequel de celle-là, on voyait ceci à espace 400e. Donc, la vidéo qui roulait en continu, que je viens de montrer, et les morceaux du texte qui apparaissaient. Donc, ici, c'est le résident de l'appartement 1 qui faisait bouger ça, celui de l'appartement 2 qui faisait bouger ça et ça. Donc, qui rendait ce texte-là visible. Pour que toute la citation devienne visible, et lisible, il fallait donc que tout le monde bouge en même temps. Ce qui, à ma connaissance, n'est jamais arrivé, mais bon, ça fait partie du manque dont je parlais tout à l'heure. Alors, évidemment, on voit là, les différents morceaux de texte qui apparaissent selon que les gens bougeaient chez eux, en train de se laver les mains, ou écoutaient leur télé, ou lisaient, ou peu importe. Il n'y avait pas de caméra.
Puis ça a été la grosse bataille. Il n'y avait qu'un détecteur de mouvement. Je n'ai mis aucune caméra chez les gens. Et donc, voici Alexandre qui m'a aidé à fabriquer les boîtes et avec lesquelles on a travaillé de nombreuses heures. Voilà, c'est que là, on était en train de monter les trucs. Ensuite, je n'ai pas de modèle ici, mais ils ont tous été percés avec un petit trou, puis tout le bidule électronique était à l'intérieur du cadre, d'où l'épaisseur du cadre. Donc, c'était un projet, encore une fois, manœuvrier avec un contenu social intéressant, mais où il y a une perte, encore une fois. Donc, je joue toujours avec ça, un peu comme la topie que vous connaissez. Les pierres se promènent partout sur la planète, mais il y a des trous, il y a toujours des trous, il y a toujours des failles. Donc, je joue avec quelque chose qui n'est jamais complet, un peu comme la fluidité du vivant, je dirais. Alors, voilà. Donc, vous voyez, ces trois projets-là sont pour moi des manœuvres, je dirais, plus cernées peut-être que les passeports, parce qu'ici, il y a vraiment une finalité qui est dans ce cas-ci une exposition précise à quelque part, mais je garde toujours une manœuvre d'imprécision, d'indécision et un côté de perte aussi. De lire ici, le truc, c'est à peu près impossible. Ça a dû arriver à quelques reprises, mais c'était très difficile. Donc, à chaque fois que les gens y allaient, c'était d'autres personnes. Et les personnes qu'on voit dans la vidéo, évidemment, c'était mes 8 participants que je montrais juste comme sortant du mur, se promenant dans le mur. C'était très, très atténué, là. Et c'était intéressant aussi de voir ces gens-là arriver à la Manif d'art puis venir voir dans quoi ils s'étaient impliqués. D'ailleurs, merci beaucoup à l'université. C'est la session où j'étais ici. J'ai travaillé beaucoup avec Nicolas, avec les ateliers partout. Ça a été vraiment précieux pour réussir à réaliser ce projet-là. Le studio de télé, parce que je pouvais filmer. On a pris tous les personnages sur un écran vert. Sur l'écran vert. Alors voilà, ceci m'amène au dernier projet qui est en cours présentement. Et, pas celui-là pendant que je vais parler. Il se passe quelque chose de très étrange dans ma vie que je ne comprends pas vraiment. Montréal m'a invité pour faire un projet de sculpture permanent. C'était assez étonnant, moi qui ne suis pas un plasticien et qui n'ai pas de réalisation très forte en matière. J'en ai un peu avec la topie, des choses comme ça, mais et ce qu'il voulait pour... Ici, on est dans le CESM, qui est l'ancienne carrière Miron à Montréal. Plusieurs doivent savoir ce que c'est que la carrière Miron. C'est un ancien gros site industriel dans la ville de Montréal qui est devenu le plus grand dépotoir urbain en Amérique du Nord. Et pendant 40 ans, on a jeté 40 millions de tonnes de déchets dans ce trou-là. Et donc, ils veulent transformer ce trou-là, ça a été annoncé il y a 3 semaines par le maire Coder, en parc. Ça va devenir le 2e plus grand parc de Montréal après le Mont-Royal. Et pour 2017, ils font une partie, c'est la partie qu'on va voir avec le drone. C'est une image drone que j'ai réussi à voir. Donc, cette partie-là que vous voyez sur la droite, et on va toute la survoler, ça va devenir le parc. C'est une première que vous avez ce soir. Ça va devenir le parc de la Ville de Montréal qui va s'appeler... présentement, c'est le CESM, on ne sait pas comment ça va s'appeler. Donc, c'est toute cette zone-là. Au fond, là-bas, vous voyez le mât olympique au loin, mais ici, vous voyez le Cirque du Soleil. C'est l'édifice du Cirque du Soleil pour vous situer un peu. Et il y a la TAU, là, qui est le truc rond à côté, qui est la TAU. Donc, vous voyez un peu, et on voit le Mont-Royal à droite en haut. Alors, ce qu'il cherchait, il voulait quelqu'un qui est capable de faire de la médiation et de la manœuvre urbaine avec les gens de l'environnement immédiat. Et tous les artistes qu'ils ont sélectionnés, on était une trentaine, c'était tous des gens qui font du travail comme moi, c'est-à-dire du travail relationnel, du travail interactif, de la manœuvre, des actions de rue, des trucs comme ça. Et bon, j'ai été sélectionné finalement dans la trentaine d'artistes. Et c'était pas sur la base, et ça, je pense qu'il faut le noter, c'est une première, d'après moi, au Québec, c'était pas sur la base d'une maquette d'un produit fini. C'était sur la base d'une démarche relationnelle avec les gens du quartier. Avouez que c'est assez flyé, non? Moi, c'est la première fois que je voyais ça au Québec. Je n'ai jamais rien vu de tel, à moins que je me trompe. Il y a 1% en performance. Oui, tu as 1% en performance, je suis d'accord.
mais c'est un dispositif qui est là pour faire de la performance, puis tu fais de la performance. Mais là, la finalité de mon travail, c'est pas de faire seulement des travails de rue, c'est de faire une œuvre finale à la fin. En tout cas, je trouvais ça assez particulier. Et je suis parti du principe, et là, vous êtes un peu dans ma démarche actuelle, je suis parti du principe que ce trou-là, parce que le mandat final, c'est de faire une œuvre de mémoire, comme ça qu'il s'appelle pour l'instant. Une œuvre de mémoire, je me suis donc dit, OK, si je vois ça comme un grand trou, c'est un grand trou de mémoire que je vais demander aux gens de m'aider à remplir. Donc, je me suis fait des petites vestes, puis je me promène en ville, je suis rendu connu dans Saint-Michel, comme « Ah, c'est le gars de trou de mémoire », parce que ça fait 3 mois que je travaille en ville. Donc, l'idée, c'est que le quartier Saint-Michel est rendu mon laboratoire. Je suis partout dans le quartier, je me promène sans arrêt, et j'ai commencé à faire des encadrements de paysages. Vous voyez un petit cadre qui est là. Ça, c'est ma banderole. Des fois, je me promène avec, je la sors, je fais bon. Je deviens un peu un amuseur public, finalement. Donc, je circule beaucoup dans la ville, et là, j'ai invité les gens à faire des encadrements de paysages. C'est toujours des prétextes pour aller chercher leur mémoire via une action, une interaction, via une action dynamique, artistique, si possible ludique, amusante. Et il y a une 60aine de personnes qui ont embarqué. Alors, même chose, je m'en vais chez eux, je traîne mes cadres, je suis toujours en vélo, j'ai un cadre dans le cou, mes caméras, tout le kit, et je m'en vais photographier les gens dans leur espace préféré, dans le quartier Saint-Michel. Et là, j'en profite pour leur demander, c'est quoi leur lien avec la carrière Miron? C'est quoi leur lien historique dans le quartier, etc. Donc, je fais une mini-enquête, pas sociologique, parce que je n'ai pas aucune méthode de ce type-là, mais je vais chercher avec ça, attends un petit peu, garde celui-là. Je rencontre plein de monde dans le quartier de cette manière-là, et là, je fais un paysage derrière, ensuite, je les mets dans le cadre, et après ça, je fais une petite entrevue vidéo, mais finalement, je ne travaillerai pas avec la vidéo au final. Mais présentement, je ramasse du matériel de cette façon-là, et c'est ce matériel-là qui va tranquillement se métamorphoser, se brasser dans ma tête et devenir l'œuvre permanente. Ici, par exemple, et ça, je vous parlais un peu de l'ampleur sociale de Saint-Michel. Saint-Michel, vous savez, qui est le quartier le plus multiethnique de Montréal, francophone. Il y a au-delà de 60 nationalités juste dans le quartier Saint-Michel. Envahi, fondé par les Récollets, je ne sais plus en quelle année, 1600, envahi ensuite par les Québécois qui ont développé les premières seigneuries dans ce coin-là. Après ça, c'est la vague des Italiens d'après-guerre. Ensuite, dans les années 60, c'est les Haïtiens. Et depuis les années 80-90, c'est l'explosion totale. Donc, il y a beaucoup de Maghrébins, mais il y a des gens d'Afrique, il y a des gens de toutes les nationalités. C'est donc un quartier vraiment multiethnique. Vous avez le boulevard Saint-Michel, là, les shops, c'est une après l'autre. Vous avez Haïti, vous avez l'Afrique, vous avez le Vietnam. Là, les Asiatiques sont là. C'est un quartier qui est assez fascinant. Vous connaissez Saint-Michel comme étant le quartier le plus violent de Montréal, où il y a des gangs de rue, où il y a des assassinats courants. C'est encore vrai, même si le quartier s'est beaucoup pacifié. Et ici, c'est un travailleur de rue. Je trouve ça génial. C'est lui qui est venu me voir. Il dit, viens avec moi, je vais te montrer ma job. Fait qu'on est partis ensemble. On peut passer à l'autre. Ça, c'est son témoignage qu'il me donne. On est des Québécois, des Haïtiens, des Maghrébins. On est vraiment mélangés. Toutes sortes de races. C'est comme un pot pourri. Tout le monde parle français. On se connaît tous. Ouais, c'est ça. Le jeune, lui, il est dans la rue tout le temps. Il voit des gangs. Il va y voir. Il désamorce les trucs. Vraiment un travailleur social par la ville, payé par la ville. Tu peux passer à la suivante. Ça, bouge pas, c'est le paysage de Mme Bélanger, sur la rue Bélanger qui est derrière, dans la première ruelle, la rue Bélanger. Mme Bélanger vit là depuis toute sa vie. Sa fille vit là aussi. Et ça, c'est le paysage que Mme Bélanger m'a choisi. C'est sa ruelle avec son coin d'édifice. Et la suivante, c'est Mme Bélanger dans son paysage. Sa fille habite dans le même logement. Elle est juste passée la porte à côté. En tout cas, c'est vraiment... Moi, je trouve ça fascinant. Et il y a d'autres personnes comme la suivante. Ça, c'est un acharné patriote qui a monté son paysage, il a installé sa corde à linge, il a fait ses trucs. Et ensuite, on parle pourquoi les patriotes, etc., etc. Et ceci, c'est la plus émouvante à mon sens. C'est, vous voyez le petit bouquet de fleurs qu'il y a derrière. La semaine avant, je faisais l'opération Troc de souvenirs, je vous en reparlerai. Et on entend la police partout, les alarmes, tout le truc. Il y a eu un assassinat en pleine rue, à 2 coins de rue d'où est-ce qu'on était.
Et ce type-là, il travaille dans un organisme qui s'appelle Mon Resto, qui font de la bouffe pour tout le monde, fait des fêtes de quartier, tout le kit. C'est un travailleur social qui vient de Colombie. Et il voulait prendre ce coin-là parce que le petit gars qui a été tué, c'était au coin de la rue qui était là. C'est un gars qui a 21 ans, il a été shooté quelqu'un qui passait en moto, 4 balles, puis bon, il est tombé là, il est mort. Donc, je trouvais que c'était une photo très émouvante et j'en ai plein comme ça. Ça fait que j'étais en train de me monter une espèce de portrait psychosocial du quartier, mais où je vais toujours chercher le contenu par rapport à leur vie dans le quartier, par rapport à la carrière Miron quand il y en a. Les gens plus jeunes n'en ont aucune, les plus vieux un peu moins. S'il y en avait une autre? Et ça, c'est la finale, c'est mes mémés que tu as pris sur l'annonce. Ça, c'est un groupe de femmes de Montréal qui ont 70 ans et plus et qui ont créé un groupe qui s'appelle les Mémés déchaînées et qui font des chansons engagées dans toutes les manifs de la ville de Montréal. Si vous allez dans une manif, ils vont être là, ils sont sur la tribune, ils ont le micro, puis ils chantent des chansons engagées. Ils sont 7 ici, mais ils sont jusqu'à 9 des fois. Et c'est toutes donc des dames... qui ont décidé de travailler pour préserver la beauté du monde pour leurs petits-enfants. Vraiment génial. Et leurs textes sont très drôles et c'est très dynamique. OK, ça, c'est une partie de l'action que je fais. Présentement, je fais les encadrements de paysage qui va donner des mises en corde à linge. Je commence les ruelles. Donc, tout ce que j'ai ramassé à date, je suis en train de l'imprimer sur tissu, puis je vais l'installer dans les ruelles. Parce que il n'y a pas de centre d'art dans Saint-Michel, il n'y a pas de galerie d'art, il y a juste la TOU. La TOU est toujours occupée. Donc, j'ai décidé d'aller faire l'exposition des encadrements chez les gens eux-mêmes. Alors, je fais 3 ruelles et un parc sur corde à linge. Je commence samedi, vous serez les bienvenus. Tu peux passer à la page suivante, on le voit juste le dérouler. Ça, j'étais en train de préparer une ruelle avec un de mes messieurs italiens qui était très intéressé. Il dit, moi, j'en veux une ruelle, vous allez venir faire ça chez nous. Donc là, il est en train de m'expliquer sa ruelle, comment ça marche. Puis on va aller là dans 2 semaines avec sa ruelle. C'est un monsieur magnifique qui vit dans le quartier Saint-Michel, qui, lui, a connu toute la... bouge pas sur celle-là. L'autre monsieur, il a connu toute l'histoire de la carrière Miron depuis le début. Il est là depuis les années 60, etc. Et donc, des mémoires vives que j'essaie de ramasser par toutes sortes de procédures de ce type-là. Et ça, c'est une ruelle que j'ai découverte un peu grâce à Patricia, mon assistante. C'est une gang de jeunes qui font des parties de ruelles. La ruelle à Montréal est vraiment tripante. Là. Il y a 400 ruelles aménagées avec l'aide de la ville, contrairement à Québec. Et il se passe plein de choses dans les ruelles à Montréal. Ça, c'est une gang de jeunes, de danseurs de rue. Il y a du monde qui font du parcours là-dedans, etc. Et le gars qui les a invités, c'est un cuisinier, un ex-cuisinier, parce qu'il a perdu sa job du Cirque du Soleil, qui a dit, bon, ben moi, je me pars une bouffe chez nous, venez manger dans la ruelle. Donc, lui, il va me faire une ruelle aussi. Dans 2 semaines, on est chez eux. OK, ça, c'est pour les encadrements de paysage qui se transforment en ruelles. Et j'ai fait un autre projet aussi qui s'appelle Troc de souvenirs. Alors, les premiers souvenirs que j'ai ramassés, je les ai mis dans des machines distributrices, puis je me promène dans le quartier, puis je distribue des souvenirs. En échange, les gens m'en racontant que j'enregistre, et à ce moment-là, c'est gratuit. C'est un vrai troc. S'ils n'ont pas de souvenirs, ça leur coûte 1 pièce. Donc, encore là, c'est une espèce de jeu de foire que je m'amuse dans le quartier. Et avec ça, j'ai ramassé encore 60 personnes de plus. Ah, c'est bien drôle ton affaire, blablabla. Et c'était le kiosque que j'étais installé à côté de la TOU. Ça, je l'ai fait dans des parcs. Des fois, je pars avec juste une machine, c'est un truc, puis je m'en vais au coin d'une rue, je m'installe, je fais du troc de souvenirs. J'en ai dans des boules comme ça, des machines distributrices à 1 pièce. Alors, présentement, je suis dans ce processus-là et je dois remettre un projet d'œuvre permanente à la fin du mois d'octobre. Alors, c'est-à-dire que je travaille comme sur 2 procédures en même temps. C'est assez étrange. Il faut que je ramasse le monde du quartier. Ah oui, de temps en temps, on a des rencontres comme ça. Je vais vous montrer ça. Étant donné que je suis toujours sur le terrain, je suis devenu très ami avec M. Coder. Là, on me présente, puis je dis « Monsieur Coder », puis il me dit à l'oreille « Là, Denis ». Appelle-moi Denis. Tu sais, alors, c'est toujours très drôle. Régis doit probablement faire pareil quand vous êtes ici. Et passe à l'autre. Ça, c'était la... Et le ministre Hurtel, c'est son quartier. Non seulement c'est son comté, mais c'est aussi son quartier. Il est né dans ce quartier-là. Donc, il voulait absolument faire un encadrement de paysage. Et on n'a pas parlé politique. On a parlé pourquoi il avait pris ce coin-là.
suis devenu un petit peu politique, mais alors ça, c'est quand même très drôle de rencontrer toutes sortes de gens. Donc, je travaille avec les citoyens que je rencontre au coin de la rue qui ont le goût de travailler avec ce projet-là. Donc, je vais juste vous montrer ça un peu comme chose amusante. Et la dernière rend bien compte de mon état actuel. Ça, c'est le trou qui a un boisé déjà, et c'est là que mon œuvre permanente sera. Et le ciel représente un peu dans quel état je me trouve présentement. Donc, vous êtes tout à fait au courant des affres dans lesquels je vis. Parce que le problème, c'est comment rendre compte d'une mémoire sans devenir hyper anecdotique, sans faire un livre de tout ça. Donc, la transposition vers une œuvre de mémoire permanente n'est pas une chose simple. Puis ça, c'est le paysage que j'ai devant mon local. J'ai un local qui est à côté du trou, qui est mon lieu de ralliement. Le monde vient de me voir là. Ça, c'est sympathique parce que je suis vraiment à côté. Et je voulais finir sur cette image idyllique qui est la carrière qui est en train de se transformer complètement. Le terrassement est commencé. Tu as des camions là, qui amènent de la terre. C'est en job. Donc, la partie de la carrière va être ouverte en 2017 et il y aura la première œuvre permanente dans la carrière Miron en 2017. Voilà. Ouais, fin octobre, il y a un concept qui s'en vient, là, qui devrait être soumis. Là, ouais. Et je travaille là-dessus avec le Bureau des arts de la Ville de Montréal, évidemment, et les grands parcs, ce qu'on appelle la section des grands parcs. Parce que c'est de eux que relève le grand parc. Fait que là, je suis comme... Je sais pas trop, là, il y a toujours deux chapeaux. En tout cas, c'est un peu compliqué. Le monde qui ont travaillé déjà avec des villes, vous devez savoir ce que c'est. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours limpide, là. Tu as envie de nous en parler de cet aspect? Bien, un peu, c'est la difficulté dans ce genre de projet-là. C'est moi, dans le texte qui a fait que j'ai remporté le concours, c'était c'est quoi les plus grandes difficultés que tu prévois? Puis je les avais toutes nommées, très clairement. Et c'est exactement ces difficultés-là qu'ils me font vivre. J'avais dit, ça va être le temps. Ma job, ça va être de retenir le comité tout le temps. Parce que moi, je voyais soumettre mon concept cet hiver. Une fois que j'ai tout fait le travail de terrain, que j'ai fait mon travail de manœuvre, que j'ai fait tout le ramassage de matière, là, je peux m'asseoir, commencer à jongler avec ça, puis le transformer tranquillement en une œuvre, sur quel matériau je prends. Puis... Mais là, non, tout à coup, il faut que ce soit même, il voulait que je le fasse en septembre. Donc, j'ai réussi à négocier fin octobre. Ça, c'était une des premières choses que j'avais prévues, je m'en doutais. Puis il m'avait dit, non, mais finalement, c'est faux. Ça, c'est une chose. Ensuite, le problème, c'est que ça, je ne l'avais pas prévu. Puis moi, je ne suis pas du tout bon en communication. C'était pas connu publiquement que tout ça avait lieu. Ça a été connu il y a 2 semaines. Et je ne pouvais rien dire tant que le maire Coder n'avait pas dit « c'est mon legs, c'est mon parc, blablabla ». Ce qui fait que je me suis fait ramasser à quelques reprises parce que moi, il faut que je parle au monde. Fait qu'il fallait que je dise au monde, je ne peux pas dire au monde « Hey, je fais rien, mais venez participer, tu comprends? » Donc, moi, j'ai diffusé, j'ai publié. Fait que là, je me suis fait taper ses doigts par la ville en haut. J'ai dit « Écoutez, moi, ouais, c'est ça. Moi, je suis sur le terrain, j'ai pas le choix. Si je parle à quelqu'un, j'y parle, puis j'explique clairement mon projet. » Fait que ça a été un peu lourd. Puis là, je leur disais, écoutez, amenez-moi le maire, je vais l'encadrer, il n'y a pas de problème, mais non, ça a été tellement long. Fait que ça a été pas mal une grosse querelle. Ça a été une prise de bec assez sérieuse. Je disais, je ne peux pas travailler en taisant ce que je fais, puisque ce que vous me demandez de faire, c'est ce que je fais. Si vous ne voulez pas que je le fasse, je me retourne chez nous, puis je reviendrai l'année prochaine. T'sais. Fait que ça a été un peu ardu. Puis l'autre chose, c'est les jeux de pouvoir internes, qui est la hiérarchie propre, j'imagine, à toutes les villes. Le fait que je suis sur 2 chaises, je ne sais plus à qui m'adresser. Des fois, je parle au parc, des fois, je parle au Bureau des arts. Ça, j'avoue que c'est un peu lourd. Puis en plus, leur bureau est très mal situé. Ils habitent à Basseville, comme je dis. Ça les fait bien rire. C'est une expression de Québec. Ils habitent sur la rue Brennan, dans le Vieux-Port. Et il n'y a aucun moyen de transport pour se rendre là. Moi, je travaillais en haut, dans le nord, à Saint-Michel. Là, je leur ai demandé de déménager, puis ils ne veulent pas. Mais des fois, ils viennent me voir en haut. Là. Alors, ça, c'est une blague, là, mais sinon, c'est un peu ça, là, le problème. Puis ensuite, mais par contre, dans le projet, ils ont accordé j'engage une personne qui m'aide à faire la médiation. Elle, c'est une médiatrice
qui travaille, qui connaît tout le monde dans le quartier. Donc, pour ouvrir les portes, c'était prévu dans leur projet global. Ça, c'était brillant. Puis je trouve que tout leur projet, comment il était conçu, m'épate encore. Puis ça, je leur ai dit souvent. Je trouve que c'est très bien, c'est très audacieux. Moi, je trouve ça très audacieux. Je ne sais pas si, genre d'expérience ici, si vous connaissez, c'est rare qu'on a une carte blanche faire un truc alors que la job qu'on nous demande, c'est pas ça. C'est pas la fin, c'est le processus pour s'y rendre. Et cette elle est issue de qui, de quoi? C'est Bureau des arts. Moi, je pense... Le comité, c'est les têtes dirigeantes des grands parcs. Diane Martin, Le Charquet, qui sont 3-4, qui sont vraiment les architectes du parc, puis le monde du Bureau des arts, avec comment, Francine Laure, Isabelle Riendeau, je pense qu'elle a joué un grand rôle là-dedans. Mais je ne sais pas comment c'est signé. Puis il est allé chercher un jury, pré-jury, qui a fait une présélection qui était composée de 7 personnes, donc du monde de la ville, puis 3 artistes de l'extérieur, dont Daniel Alain, dont Ève Doré, dont le directeur de la TOU, Stéphane Laporte. Directeur de la Laporte? Non, je ne suis plus sûr de son nom. En tout cas, Stéphane. Déjà dans la constitution du jury, les spécialistes en ayant, par exemple, Daniel Alain, l'orientation... Oui, était déjà faite. Ça, c'était fait préalablement à ce qu'il y ait ce jury-là. C'était leur décision, eux autres, d'aller vers quelqu'un qui était en art relationnel ou en interaction. Écoutez, les finalistes sont connus. C'était Raphaël de Groot, c'était Jean-François Prost. C'est tout du monde qu'on travaille de la même manière. Là, on est tous... Fait que c'est ça. Alors voilà, c'est un petit survol de ce parcours que en discutant avec Lisanne, j'ai parlé juste plus du volet manœuvre parce qu'on a l'air de ça, toutes les performances, mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui nécessairement. Mais cette idée de manœuvre, parfois ouverte, parfois fermée, mais cette idée de la perte est toujours, je pense, fondamentale dans cette notion-là, parce que c'est du travail interactif avec le vivant. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires. Oui. D'abord, en fait, j'avais toujours un peu paressé la lecture du concept de manœuvre. Je suis un peu content d'avoir entendu comme ça de ta bouche. C'est déjà ça. Mais c'est que j'avais un peu la réflexion quand tu présentais le projet là, quand tu travailles en ce moment. Bien sûr, c'est un peu avec les autres projets que tu avais fait, un peu la complexité justement avec le travail relationnel puis la manœuvre, un peu de ne pas tomber dans quelque chose justement comme ce que tu parlais un peu du spectacle, du travail relationnel versus quelque chose de la manœuvre, parce qu'il y a plus un effacement de l'espèce d'artiste qui serait comme l'instigateur premier. Sauf que je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté avec ce dernier projet-là, puis je ne sais pas comment tu t'y prends justement pour éviter ça, à cause c'est un 1%, puis c'est une idée un peu que ça soit justement pas temporel ou éphémère, mais que ce soit presque plus comme monumental. Ben, c'est pas nécessairement monumental, mais c'est une œuvre pérenne, effectivement. C'est une œuvre permanente qu'ils attendent. Oui. C'est plus dur de faire cet effacement-là, vraiment de risquer de tomber dans quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'œuvre relationnelle. C'est horrible. C'est horrible. C'est ce que j'avais appelé la dernière page, dont je ne vous parlerai pas, mais je vais vous dire le titre, ça s'appelait « Le triangle de la terreur ». C'est parce que le problème est le suivant, c'est que il y a énormément de contraintes techniques dans le trou. Énormément. Ça, je ne le savais pas au départ. Ben, je le savais, oui, mais tu sais, c'est quand tu arrives dans le réel que tu vois l'ampleur des difficultés. Entre autres, tu ne peux pas avoir des pièces très lourdes qui seraient monolithiques. Tu sais, mettons une grande planche debout comme l'Atopie, 3 plaques comme ça, ils ne veulent pas, parce qu'ils vont tomber dans 1 an. Ils vont s'écrouler. Parce que le sol est meuble. Donc, alors, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il n'y avait rien de médiatique. Jusqu'à récemment, il n'y avait rien de médiatique dans le trou. C'était impossible. Là, j'ai appris que tout à coup, j'ai eu des plans nouveaux, puis je voyais une ligne, c'était écrit Wi-Fi. Je disais, hein, wow, depuis quand j'avais une ligne Wi-Fi? Le maire Coder a exigé qu'elle doit. Fait que là, ils ont tout recommencé à travailler. Bref, il pourra y avoir une certaine part de médiatique, mais pas tant que ça, parce qu'au centre du trou, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas en tout cas, bref, il y a énormément de contraintes de ce type-là. Moi, je travaille assez souvent avec les arts médiatiques aussi. Fait que ça, c'est une difficulté de plus. Je ne peux pas rien faire brûler parce qu'il y a 400 tuyaux de méthane qui sortent à la grandeur du trou.
Fait que je ne peux pas penser à avoir un jet continu qui brûlerait pour l'éternité. Tu sais, en tout cas, il y a beaucoup de contraintes de ce type-là. Et c'est évident que quand je fais une manœuvre avec une finalité X, tout est déjà ensemble. Fait que, tu sais, quand on fait quand j'ai fait le projet de la manif, je savais un peu le final que je voulais, puis je savais, tu sais, je connaissais tous les paramètres. Tandis que là, il y a une série de paramètres que je n'ai pas. Je n'ai jamais, moi, dessiné d'œuvre avant. Et les premiers projets que j'ai soumis ont tous été refusés. Pour des raisons techniques. Le premier projet, je voulais faire un cylindre, parce qu'il y a 70 mètres de déchets dans le trou. 70 mètres. Je voulais faire un cylindre de 70 mètres avec juste une ligne de lumière jusqu'en bas, et dessus, un gros truc vitré, avec au-dessus, en suspension, une masse compressée qui aurait été la mémoire du monde. Je trouvais que c'était un beau projet. Ça a été rejeté. La directrice, je pense-y même pas, oublie ça, c'est fini, retourne à ta table à dessin. Parce que je ne peux pas faire de percolation dans le sol. Je ne peux pas aller plus creux qu'1 mètre. Là, ils ont dit, wow, on pourrait faire un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil d'1 mètre, là. Je n'étais pas sûr que c'est ce que je voulais, mais en tout cas. Quand j'ai parlé au ministre Hortel, j'en ai parlé, il dit, oh, ça va être ton projet, on pourrait le regarder. Mais là, c'est les guerres intestines, là. Mais... Ça fait qu'il y a ça aussi, je ne peux pas provoquer de percolation. Ça fait que, tu sais, c'est hyper compliqué. Fait que je leur ai dit, dans le fond, parce que c'est une carrière de pierre, vous voulez que je prenne des pierres, je vais faire graver du texte dessus, puis on va les étendre partout. Tu sais. Ce que je refuse de faire absolument, là, mais ça s'en va, c'est comme si ça s'en allait vers un truc de même. Un étalement, un parcours. Parce que. En tout cas. Mais les énergies alternatives. Comment? Ben, énergie alternative, éolienne, énergie solaire pour. Ouais. Ouais. Ben, c'est d'autres frais, c'est d'autres choses. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ça, j'avoue que je ne suis pas trop allé là-dessus. Puis là, présentement, il y a une autre affaire, c'est qu'il y a 400 tuyaux, comme je disais, 400 dans le trou, c'est énorme, hein, qui sortent à peu près à cette hauteur-là, qui sont des tuyaux de captation du gaz ou de lecture, parce qu'ils sont toujours en train de lire ce qui se passe en dessous dans le tas de déchets. Et ils récupèrent le méthane. Il y a 25 km de tuyauterie en dessous du trou. C'est un truc gigantesque. Hein? C'est une première mondiale qu'ils ont faite là quand même depuis 20 ans. Là. Et le monde entier vient de voir ce qu'ils font pour traiter les tas de déchets partout sur la planète. Fait qu'il y a comme ce volet-là qui est quand même majeur. Et donc, ces tuyaux-là, il faut qu'ils les protègent, puis il faut qu'ils aient accès tout le temps. Donc là, il y a des équipes de designers qui travaillent là-dessus, puis qui sont en train de faire un truc que moi, je trouve hégémonique. Ça fait partie aussi de ma terreur présentement. C'est qu'après plusieurs tentatives, ils sont en train de les recouvrir d'une boule blanche qui aurait 4 à 5 pieds de diamètre, dont certaines seraient éclairées par un capteur solaire. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer dans le parc 400 boules blanches. C'est le parc. Il n'y a plus besoin d'autre chose. Tout est là. Fait que je suis aux prises avec ça aussi. Tu sais, j'avoue que quand j'ai eu ça, ça m'a donné... c'est comme... je trouve ça hégémonique. Je trouve que c'est carrément... En tout cas, c'est pas encore décidé, c'est pas encore final, mais ça fait partie de la terreur. Mais en tout cas, j'ai des pistes quand même. Entre autres, il y a des zones qui sont dures, où il y a 50 mètres de dur, puis là, il va y avoir de l'électricité réelle, où je peux faire de quoi. Puis là, je suis en train de dessiner de quoi pour ça. Là, mais, puis au centre, on ne le voit pas trop, mais c'est quand même une butte. Là. C'est pas vraiment celle-là, j'ai triché un peu, mais il y a une butte qui va être assez haute, qui, elle, monte vraiment très haute. C'est un peu un promontoire par rapport au reste du parc. Et c'est là qu'il va y avoir l'œuvre permanente majeure, que je me suis réservé, en tout cas, cet espace-là, pour l'instant. Et ça, tout le parc va amener à aller là parce qu'il y a des sentiers. Il y a 4000 arbustes qui ont été commandés. C'est gigantesque, hein? C'est énorme, on n'a pas idée. Là. Ça, ben, c'était la mairesse, c'est la mairesse de Villeray-Saint-Michel. Vous savez que Montréal, ils ont des maires, hein? Ils ont beaucoup de sous-maires. Et elle, c'est une indigène du quartier, c'est son quartier, puis elle jubile parce que les autres, ça fait 30 ans qu'ils se battent pour avoir ça. Donc, c'est la madame en rose. Puis elle voulait faire son encadrement de paysage dans le trou. Fait que c'est génial. Puis c'est son frère qui avait un drone
Elle appelle son frère, elle dit viens-t'en. C'est comme ça que j'ai pu avoir une image drone. J'en ai plein, là. J'ai une grosse banque. Donc, on voit, ce que vous voyez, c'en est un des tuyaux, c'en est juste un. Puis tous les tuyaux sont reliés entre eux par des gazonneuses, des tondeuses à gazon, qui gardent un sentier ouvert entre chacun des trous. Donc, déjà là, il y a comme une architecture de haut qui est déjà intéressante. C'est la configuration du parc. Dans le fond, je me demande vraiment ce que je fais. Et là, le méthane, est-ce qu'ils vont réutiliser ça? Le méthane est toujours réutilisé, puis à côté, il y a Gazemont qui prend le méthane, qui le transforme en chaleur. C'est avec ça qu'il chauffe la TOU. La TOU est chauffée par le déchet, puis le Cirque du Soleil va l'être l'an prochain. Puis l'école de cirque. Parce que là, vous savez, le Cirque du Soleil, l'école de cirque, puis la TOU. C'est ces trois trucs-là qui sont là. Puis tout ça va être chauffé pendant des années par le méthane produit par les 40 millions de tonnes de déchets. Juste pour vous dire, les Chinois sont venus pour l'expo de Shanghai, c'est ce qu'avait montré Montréal. Hein. À Shanghai, c'était ça qu'ils avaient montré. Les Chinois sont venus voir ça. Ils ont recréé exactement ça, avec tous les tuyaux, avec tout le truc, en 2 mois, à quelque part aux environs de Shanghai. Ils sont venus chercher la technologie. Les autres, ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils sont venus chercher la technologie, puis ils ont transformé ça. Mais je trouve que tu as souligné quelque chose de vraiment important dans le cadre de l'intégration de l'art à l'architecture, l'environnement, la communauté. Cette nouvelle-là qui t'arrive, qu'on te plaque, que, il y a un design. Il y a un design qui arrive. Et toi, tu travailles déjà. Et ça arrive en milieu de parcours, qu'il y a un design. Dans toutes sortes de cas qu'on connaît, des cas d'espèces, il y a un design urbain qui arrive, qui fait que l'artiste va toujours s'adapter à des conditions, des surprises mauvaises ou bonnes. C'est pas rien, là, ce que tu nous racontes de ces bulles blanches de 5-6 pieds où tu dis qu'il y en aura 400. C'est comme... Mais en plus, c'est que par ça, quand j'ai été engagé, quand j'ai signé le contrat, normalement, on devait travailler toujours ensemble. Je devais être sur un comité de travail. Puis eux autres, je ne les ai jamais vus. J'ai vu quand, paf, ils sont arrivés avec les dessins sur la table. Alors, l'artiste et le volet design ne sont jamais... Mais ils admettent que l'engagement de l'artiste s'est fait 1 an trop tard. Okay. Mais ils l'admettent, mais c'est ça. Là, tu vis avec. Parce que normalement, eux autres voulaient tous démarrer le processus il y a déjà 1 an. Puis ça vient d'être mis en branle. Donc, même que le designer, l'architecte paysagiste du parc comme tel, il capote. Lui, il ne pense pas qu'ils vont arriver pour 2017. C'est gigantesque, là, tous les jours, c'est des dizaines de camions qui n'arrêtent pas, là, qui viennent remplir de la terre, en tout cas, je sais, la grosse job de terrassement. Hein? La terre? Ben, je sais pas. Non, mais là, il faut bien comprendre que la carrière Miron, elle est remplie à rebord par les déchets. Je dirais les 2 tiers. Il y a 1 tiers qui va jusqu'au fond encore. Entre autres, dans le bout ici, il y a des falaises encore qui vont rester comme ça. Et là, il va y avoir un lac éventuellement. Donc, c'est très vallonneux, c'est très... Mais il y a quand même 40 millions de tonnes là, qui remplissent à peu près le centre du parc comme tel. Ouais, ça, cet aspect-là, il est majeur parce que c'est ça. T'es comme... Tu reviens sur ta planche à dessin en tenant compte de cette présence-là formelle très, très... Ouais. Octobre. Oui. J'ai eu une prise de bec un peu avec la directrice du Bureau des Arts parce que elle, ce que je fais présentement, je fais une maquette. Présentement, je suis engagé à faire une maquette. Alors que jamais c'est ça qui est dans l'air. Moi, je suis engagé à faire de la médiation sociale, travailler avec le monde pour faire activer le quartier. Donc, moi, dans ma tête, c'est pas une maquette que je fais d'abord. Je pourrais faire la maquette, mais c'est pas ça d'abord. D'abord, c'est un travail interactif pour aller chercher la mémoire vive des gens qui vivent dans Saint-Michel. C'est ça ma job. De ça va découler accessoirement une maquette. Mais elle, son point de vue est complètement l'inverse. Ce qui n'est pas le cas d'Isabelle Riendeau, mais la directrice, je veux même qu'elle voit ça. Fait que ça, c'est une question, je dirais, à la fois philosophique et esthético-pratique. C'est, l'ampleur de la chose pour elle, c'est vraiment à la fin d'octobre, alors que moi, c'est tout ce que je fais. Je travaille comme une bête. Là. Vous avez vu un peu, j'ai 7
projets manœuvriers qui vont se dérouler sur 2 ans. Tu sais. C'est comme... c'est pas rien, là. Enfin. Mais c'est quand même un beau défi. Puis c'est un immense projet aussi. Et pour les artistes, tenez-vous au courant, dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup d'ouverture, parce qu'il y a des 4 œuvres monumentales qui vont être faites dans les 4 portes, ça je peux vous le dire. Puis il va y avoir des œuvres temporaires, éphémères qui vont être faites à chaque été dans le parc. En tout cas, il y a pas mal d'argent qui va rouler autour du parc. Tant que Denis Coderre va dans le poste. Hein? Quoi? Tant que Denis Coderre va dans le poste. Tant que Denis Coderre. Mais la livraison du parc au complet est prévue pour 2023. Là, il rouvre une partie seulement pour 2017 pour le 375e. Alors, il y a beaucoup d'argent à Montréal, c'est ainsi. Je peux vous dire, le projet de BGL qui rouvre en fin de semaine n'en est qu'un. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il y a le 375e. Ce qu'on avait vécu un peu à Québec avec le 400e. Tu as parlé, Alain, une couple de fois de la perte, mais oui. tu es allé un peu rapidement, puis je trouve ouais. qu'il y a quelque chose d'assez sensible. Oui. Bien, ce que je trouve toujours les projets, puis moi, je les alimente un peu de cette manière-là, c'est que, puisque c'est toujours une procédure dynamique dans ce que j'appelle l'art du vivant, bien, il y a toujours de la perte. Dans la vie, il y a toujours de la perte. Et mes projets sont toujours faits qu'il y a toujours une perte, presque annoncée, pas presque, qui est annoncée. L'Atopie, il y a 476 palais qui se promènent sur la planète. Quand je vais y rappeler, je vais peut-être en ramasser 30. Tout le reste est perdu. Tout le reste va rester toujours dans le vide. On ne pourra jamais le lire au complet, le texte, sur les plaques de l'Atopie. La même chose avec le bloc que j'habite. Le texte de Guy Debord, tu ne peux jamais le lire complètement, parce que ça serait une chance inouïe que les 9 locataires bougent en même temps, parce qu'en plus, il y avait un temps de diffusion limité. Une fois qu'il était actif, il restait là 20 secondes en s'évanouissant. Donc, il a fallu que vraiment les 9 bougent en même temps pour que tu aies l'ensemble du truc. Il y a forcément une perte. Il y a une perte de signal, il y a une perte à la fois de sens aussi. Et dans le projet de Montréal, en ce moment? Bien, dans le projet de Montréal, il va y avoir une perte immense. Il va y avoir, dans mon cas, la perte de la mémoire, c'est sûr. Parce que je ne ferai pas une œuvre témoignage de la mémoire vivante. Ils ont prévu de toute façon un centre d'interprétation pour ça. Tu sais, ils ont un volet interprétation du site. Ça fait que dans le fond, c'est très parcellaire ce que je vais chercher. Tu sais, je travaille avec la dynamique des gens. Il y en a qui n'ont vraiment rien à dire. Il y en a qui c'est super génial. Fait que, tu sais, je ne pourrais pas tout prendre puis avoir dans le trou. Quoique là, je m'en vais sur un volet qui va être une partie sonore parce que j'ai vu qu'il y a des fils électriques qui vont me permettre d'avoir ça, là, un petit bout, là. Donc, c'est sûr que là, je vais travailler un aspect qui... Mais encore là, tu sais, il y a toujours cette idée, pour moi, de perte, tout le temps. C'est rare qu'on ait une lecture complète, intégrale, tu sais, d'une chose. Là. Arrêt au village, c'était pareil. Regarde, la perte, je la compensais par les textes au mur, mais les gens eux-mêmes, tu sais, moi, j'étais sûr que j'allais avoir 28 participants. Il y a 200 personnes qui vivent dans ce bloc-là. J'en ai eu 9 ou 11, je ne sais plus trop. Tu sais. Donc, il me manquait du monde pour lire certaines lignes du texte de Miron. Donc, c'est devenu un texte écrit à ce moment-là. C'est que j'étais obligé de jouer sur... Tu sais, compenser. En tout cas, tu joues tu joues plus avec les effets du réel, tu sais, la dureté du réel quand tu es dans la manœuvre, parce que tu ne contrôles pas. Tu sais, à Toronto, je pensais bien avoir 80 nationalités. Tu sais, j'en ai eu 59, puis c'était déjà énorme, là, mais tu comprends. Il y a comme toujours une attente, puis il y a comme tu mets en place un truc qui va se faire ou qui ne va pas se faire, tu sais, puis qui se fait selon sa propre modalité, puis qui va arriver. Donc, c'est sûr qu'il y a cette idée, je pense, tout le temps. Tu sais, je vois Jocelyn derrière, des projets de perte volontaire, quasiment de petits bidules qui sont disposés, que tu laisses, que des gens partent avec, volent, mettent en action ou pas. Tu sais, il y a comme cette espèce de jeu-là où il y a un dispositif que tu ne contrôles pas complètement. Mais dans le cas d'une œuvre permanente, c'est autre chose. Ta question est pertinente là-dessus, parce que là, à quelque part, ce qui va être livré à la fin, ça va être ça. Ça va être ça. C'est un peu
comique, j'imagine, comme situation. C'est très comique. Je te le dis, c'est le triangle de la terreur. Pourquoi le triangle? Bien, parce qu'il y a l'artiste et les citoyens, il y a la ville et les parcs, puis il y a l'œuvre permanente, puis il y a la question de l'art. C'est comme 3 trucs que je trouve assez difficiles. Puis tant qu'à faire, à l'Atopie, tu as une partie d'œuvre permanente qui est là. Oui. Oui, je suis d'accord, mais dans l'Atopie, il y a même la perte est incluse dans le produit lui-même. Tu sais, je veux dire, les palais, ils ne seront jamais dans le trou, on le sait, là. Tu comprends? Puis il y a un volet... Parce que je sais un peu de tes idées, mais je trouve qu'il y a des trous dans ton œuvre. Puis il y a un volet... Il y a l'autre plan de réalité, il y a le volet là-bas, là, mais... Non, mais présentement, en tout cas, tout ce que toi, tu le vis au quotidien, là. Le sentiment de retrouver sans jeu de mots sur un autre terrain. C'est-à-dire que tantôt, tu te dis, je ne suis pas un plasticien. Ouais. Et là, tu te retrouves pris avec des problèmes. Plasticien. Oui. Ce que ça veut dire, de plasticien, puis ce dont on pourrait réfléchir à la manœuvre comme est-ce qu'il vend justement précisément les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui. Ce passage-là, ça se passe comme... Bien, c'est ça. Ça, c'est très... J'avoue, c'est très difficile. Mais je dirais, des fois, je vais mettre mon chapeau de commissaire. Donc, je suis capable de gérer des affaires, tu sais. Je suis capable de voir les limites aussi. Ça fait que là, je vais rencontrer du monde, regarde, on va se parler de matière. Un matin, là, on va parler matériaux, tu sais, puis j'appelle des usines. Puis j'ai toujours travaillé quand même beaucoup avec l'industrie, là, surtout pour l'Atopie. On travaille avec l'industrie, tu sais, c'est des gros trucs, des affaires que... Fait que là, tu appelles l'industrie qui te donne des idées, ça, on peut le faire, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Ah oui, ça, il faut que tu ailles en Chine. Tu sais, bon, il y a comme des questions de même. Là. C'est que là, tu sais, je nettoie le terrain comme ça en partant de concepts que je voudrais réifier d'une certaine façon dans le concret. Puis là, ben c'est ça qui est lourd aussi parce que, mettons que je pars de loin. Là. Mais ça va assez vite quand même. Je suis surpris de la vitesse où ça va. Là. Mais quand tu trouves les bonnes personnes, c'est... Fait que je me vois un peu comme un homme orchestre qui met des... Tu sais, qui essaie de ramasser plein de morceaux et de les mettre ensemble pour qu'ils tombent à la bonne place. Là. Présentement, je me vois un peu comme ça. Sans négliger un volet esthétique, sans négliger un volet formel qui doit tenir la route aussi, tu sais, qui doit tenir la route. L'autre bout de la question, c'est, tantôt tu as dit aussi que j'aimerais ça présenter mon projet dans un plus gros musée. Là, on va voir venir... mais par rapport à la muséification du travail artistique, toi, tu te positionnes comment? Parce que les musées sont parfaitement allergiques à la perte, justement. Oui, mais c'est pour ça que j'ai jamais été invité dans les musées, probablement. Ben, je vais te dire une chose. J'ai déjà dit ailleurs dans la conférence, quand j'ai commencé vraiment à faire de l'art, je me suis dit, jamais, je ferai d'objet. Je suis que dans l'art-action. OK, bon, j'étais jeune, puis parti comme ça. Puis en cours de route, tu te rends compte que c'est ça, on est dans un monde matériel, puis il y a de l'objet qui se crée, tu sais. Puis souvent, dans la manœuvre, l'objet, par contre, c'est un objet mémoriel ou c'est un objet de transition, ou c'est juste un objet de mémoire, c'est un gag, ou c'est un truc qui te permet d'exploser ailleurs. Comme un palais de l'Atopie, ben, tu le transmets à quelqu'un, tu parles de l'Atopie, on parle un peu de poésie. Tu sais, c'est un prétexte, ça devient des objets prétextes. C'est sûr qu'avec la sculpture de l'Atopie, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur 2 plans de réalité. C'est-à-dire, bon, maintenant, tu as 3 même, tu as la vraie vie, puis tu as le web, puis tu as l'objet matériel qui est là, puis qui attend. Ça, bon. Mais par rapport à... Tu sais, je pense que c'est difficile dans le cas d'une manœuvre d'en rendre compte adéquatement. Ce dont on rend compte dans la manœuvre, c'est des photos, des vidéos, c'est de la documentation. Je ne peux pas rendre compte du travail que je fais présentement avec les citoyens. Ce n'est pas la qualité des photos, parce que je ne m'en vais pas vers une expo de photos sociales du quartier. Tu comprends? C'est pas vers ça que je m'en vais. C'est du jeu pour travailler, pour activer l'émotion des gens, pour travailler, titiller leur mémoire, puis bon. Fait que c'est comme des prétextes là, que je prends finalement pour arriver au final. On pourrait-tu imaginer, je pense que c'est Clive Robertson qui a fait un travail sur la réinterprétation, refaire les performances? Oui. Oui. Clive, il a fait ça très jeune performeur à l'époque, oui. Il avait fait les performances de Boyce.
de faire. Oui. Avec la manœuvre, ça c'est envisageable. Ben, c'est une bonne idée quand Claire l'a fait. Quand quoi? Non, mais il l'a fait pour la Avant performance. Il l'a fait pour la performance. Attends, il l'a fait pour la performance. Oui, il l'a fait pour la performance. Si j'ai bien compris 2-3 affaires, mettons la performance et la manœuvre, comme départager un peu. Là. Oui, très. Ça comprend ça? Ben, tu sais, je veux dire, prends le passeport nomade, comment tu peux rendre compte de ça? Sinon, je vous montre le passeport qu'on a fait. Tu sais, il y a comme... Mais toute la dynamique qui est derrière ça, tout ce que ça met en branle au niveau conceptuel, au niveau philosophique, au niveau... Tu comprends? Je ne sais pas comment rendre compte de ça. On a fait un livre là-dessus, puis bon, tu sais, mais ça reste que là, il y a une perte réelle parce que c'est pas juste le travail d'atelier. Ce travail-là, pour moi, est l'œuvre d'art même. Ce que je fais présentement, pour moi, c'est l'œuvre d'art même, dont je suis un des outils, puis les gens qui sont là sont autant un matériau qu'un outil. Puis ils vont se retrouver à la fin dans l'œuvre, c'est ce que je vise. Ça fait que, tu sais, je suis dans une dynamique qui, pour moi, a commencé au mois de mai, puis qui va se terminer quand l'œuvre va être finie là-bas. Puis je sais déjà comment je vais faire l'inauguration. Peu importe ce que c'est. Il va y avoir une destruction d'une partie de l'œuvre que les gens vont partir avec. Ça, je l'ai en tête. Ça fait que, tu sais, tu ne pourras jamais rendre compte de tout ça. Je veux prendre le quartier Saint-Michel comme mon laboratoire, puis je travaille avec les gens du quartier. Puis, c'est comme une autre, je ne sais pas trop, c'est comme... en tout cas, ça me semble difficile par rapport au phénomène. J'oserais poser une très, très grosse question. Et si la finalité de ce projet-là, c'était justement de ne pas exister dans la matière? Je serais éclairé. Je serais éclairé. Si je sors ça au mois d'octobre, c'est sûr qu'au mois de novembre, je viens prendre un café tranquille. Ou que l'œuvre ne serait qu'un relais pour justement qu'il y ait comme une transmission de cette... Ouais. Mais il y a les gens aussi. C'est ça. Questionner des choses auprès des gens. Puis les gens, là, si tu ils ont connais des les attentes. comment, ils ont des attentes, c'est épouvantable. Ils attendent quelque chose. Ah, ils m'appellent pour savoir, hey, j'ai pas eu ma photo. Tu sais. Ah oui. J'ai eu le malheur de dire qu'il y aurait une photo. Tu sais. J'ai même pas fini de développer. Je vois un gars sur la rue, hey, vidéo, tu m'as promis. Tu sais, il y a comme. J'ai mis quelque chose en branle. C'est sûr que tu mets une dynamique en branle, même, il se passe de quoi. Puis il ne pourrait pas ne rien y avoir, mais il y aurait des subterfuges. Il y aurait toutes sortes de subterfuges, probablement. D'ailleurs, j'en ai un que je suis en train de développer, là, mais qui n'est pas finalisé. Mais... Oui. Au niveau des manœuvres, tu disais que ça fait 3 mois que tu es là-dessus, Oui. puis qu'il y en a plein d'autres à venir. C'est Oui. ce que j'ai compris. Donc, tout le processus de création de l'œuvre, une fois que le projet va être parti, il y a encore tout le volet manœuvre puis interaction avec la communauté en plus de réalisation. Bien, c'est ça. Puis là, ouais, ça, c'est un problème parce que ça devient trop lourd à un moment donné. J'ai parlé avec la ville, je dis, écoutez, là, à un moment donné, là, je peux plus. Tu sais, ils veulent que je fasse ça, mais en même temps que je fasse une sculpture. Tu sais, c'est comme. Puis là, j'avais dit, c'est que là, j'ai en tête de faire un truc qui serait. Je mettrais en branle, je sais pas, une couple de centaines de personnes dans le quartier pour faire une œuvre pour le printemps prochain. Fait qu'ils pourraient travailler là-dessus cet hiver, j'aurais appelé. Puis le printemps prochain, on montrait une œuvre temporaire qui serait détruite l'année d'après. C'est ça, là, c'est le dernier gros truc que je vais faire. Mais là, celle-là, elle passe pas trop. Là. Il faut que je négocie sérieusement avec eux autres. De fait, ce que je voudrais reconstruire les cheminées Miron, mais temporaires. Ça vient des besoins des gens. Les gens ont dit, cheminée Miron, là, il y avait 100 mètres de haut, 120 mètres de haut. C'était gigantesque. Hein? C'était les plus grosses cheminées de la ville de Montréal. Et les gens étaient heureux le jour qu'elles ont été détruites parce que c'était le symbole de l'industrie puis de la pollution qui tombait. Mais en même temps, déjà, ce journée-là, le monde dit, ouais, c'est plate, hein? Il aurait pu les garder. Tu sais, on aurait pu les garder comme paysage, comme marque dans le paysage, comme je ne sais pas quoi. Alors, quand je fais mes enquêtes, là, je parle avec le monde, mais plein de monde me le disent. Ils me disent exactement ça. On s'ennuie des cheminées Miron. C'est correct, on va les reconstruire. Et puis là, mon idée, c'est de reconstruire 4 cheminées Miron, mais temporaires, que je ferais habiller par les madames du quartier qui font de la couture. Il y a le cercle des fermières, j'ai appelé les vilaines, qui sont prêtes à en faire. Le cercle du soleil embarquerait. Fait que c'est tout du monde qui font de la couture dans le quartier, puis je voudrais qu'ils causent des grandes jambières. Puis au printemps, je monterais les cheminées, puis on mettrait les jambières. Ce serait le party. On les laisserait là 1 an, jusqu'à temps que l'œuvre permanente vienne les remplacer définitivement.
Fait que ça serait la dernière opération que je voudrais faire pendant que moi, je travaille sur l'œuvre permanente. Puis en même temps, ce serait le dernier coup, parce que là, je touche peut-être 150 personnes présentement dans le quartier, quand je vais dans les fêtes populaires, mais directement, j'ai des témoignages audio, j'ai du stock incroyable. Puis ça, ce serait comme, tu sais, là, j'atteindrais encore une espèce d'autre couche sociale du monde dans le quartier, que tout le monde se sentirait encore plus partie prenante. Enfin. C'est la tour de Babel. Oui, mais étrangement, ouais, mais... À l'infini, c'est tout. Ouais, mais au niveau linguistique, ce qui est le fun, c'est que tout le monde parle français dans Saint-Michel. Ouais. C'est surprenant. Vraiment surprenant, mais tout le monde, les Latinos, le monde d'Amérique du Sud, les Africains, mais tout le monde. Plusieurs, c'est leur langue seconde, mais ils parlent tous français. Dans Saint-Michel, là, tu ne te feras jamais servir en anglais, comparé à la Côte-des-Neiges, mettons. C'est vraiment surprenant. Ben, je dis la tour de Babel, pas dans le sens de la diversité des langues, mais dans le sens de trucs exponentiels. Oui. Tu parles de l'orgueil? Non, je parle pas de ouais, c'est gros. Oui? Juste un truc, parce que je pensais à tout ce que tu as parlé de musification, puis de copie aussi, tout ça, mais que tu avais dit que... En tout cas, mais comment rendre matériellement compte de quelque chose qui ne se produit pas matériellement? On pourrait dire de même être respectueux dans le fond de la manœuvre, quand tu fais une archive. Mais je pense que pour être respectueux de ça, je pensais à ça, ça se produit un peu dans l'échec de pouvoir rendre compte de ces choses-là, un peu comme... par exemple, l'échec d'une photographie d'être exactement le moment qui nous rappelle, c'est ce qui déclenche la nostalgie. Donc, en échouant, c'est ce qui fait qu'on se remémore de cet événement-là. Ou un peu comme tu parlais des espèces de tuyaux que tu vas reconstruire, ça ne va jamais être les mêmes tuyaux. Dans ce sens-là, ils échouent à être ce qu'ils te représentent, mais c'est ce qui produit cette remémoration-là, puis ça fait revivre individuellement, subjectivement, ce moment-là. Parce que ça, pour ça, je trouvais ça drôle ton projet, tu sais, comment tu vas arriver à faire un objet final qui, d'une certaine manière, va être respectueux de ton vrai travail, on pourrait dire, là, de social, puis qui va pouvoir permettre aux gens librement de vivre cette mémorisation-là à travers l'espèce d'échec, tu sais. Surtout, en fait, je vais penser, comme tu disais, la directrice, vu que tu s'imagines que tu es en train de faire une maquette, tu sais. D'une certaine manière, pour réussir à respectuer ton travail, tu vas un peu échouer à ses yeux. C'est un peu comme ça que je le vois. En tout cas, c'est pour ça que je trouvais que ça avait l'air compliqué. Ouais. Ben, présentement, c'est sûr que je trouve ça assez compliqué. mais oui, c'est sûr que... Mais tu sais, c'est toujours la capacité de rendre compte du présent. Parce que dans le fond, c'est ça, la manœuvre, c'est un truc qui se déroule dans le temps, tout le temps. Et ça, on ne peut jamais rendre compte. Tu as le même phénomène en performance aussi. Tu sais, en performance, quand tu vois une photo de performance, on sait très bien que c'est jamais l'affaire. Et la performance qui tend à devenir spectaculaire, qui se fait un peu en conception de l'archivage qui va produire. Il y a ce danger-là aussi, j'imagine. Je ne sais pas ça que tu fais, mais il y aurait ce danger-là potentiel avec la manœuvre, même si à un moment donné, on accorderait plus d'importance à l'archivage de la manœuvre que la manœuvre elle-même. Oui. C'est un peu ça que le 1% pourrait être imposé. Dans le fond, c'est toujours, dans mon cas, c'est toujours de réussir à poser un moment poétique dans l'espace. Puis c'est ça là, qui n'est pas évident, se faire œuvre de mémoire en même temps. Tu sais, dans le cas de l'Atopie, pour moi, c'est un projet poétique. C'est vraiment un projet de projection poétique dans l'espace. Donc, il y a des résidences matérielles, c'est pas trop grave. Qu'il y ait des résidences web, c'est parfait, tu comprends? Parce que là, je n'ai pas encore trouvé la piste, la bonne piste. Mais bon. C'est un beau problème. Un beau problème.